C'est avec un immense plaisir que je prends la parole ce soir pour présenter quelques réflexions sur l'histoire de la pauvreté au Québec. Je remercie évidemment chaleureusement toutes les personnes associées au prix Gérard Parizeau et à l'organisation des Belles Soirées pour cette extraordinaire reconnaissance. Dans une société démocratique fondée sur les principes de la liberté individuelle et de l'égalité des droits, le problème de la pauvreté, qui implique la dépendance et l'inégalité, est toujours susceptible de remettre en cause son organisation politique. En fait, on peut soutenir qu'une collectivité politique se révèle dans la façon dont elle aborde et prend en charge le problème de la pauvreté, ce qui revient à dire que ce problème ne concerne pas seulement les personnes en situation de pauvreté, mais bien l'ensemble de la société. Pour illustrer ce propos, qui me semble d'une grande actualité, je vous propose de réfléchir à quelques aspects de l'histoire de la question sociale au Québec. Depuis ses premières formulations au milieu du 19e siècle jusqu'à la grande crise économique des années 30. Cette réflexion s'appuie sur des travaux déjà publiés et des recherches en cours qui serviront pour la rédaction de mon prochain manuscrit. Dans cette conférence, qui sera peut-être un petit peu plus conceptuelle, je m'attarderai principalement à présenter et à illustrer ma problématique de recherche centrée sur l'imbrication particulière du marché, de la charité, de la famille, du droit et de l'État, dans ce que j'appellerais un mode libéral et patriarcal de régulation sociale de la pauvreté au Québec. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Je vous propose de procéder en 5 points. J'aborderai successivement, et je vais vite, là, les enjeux soulevés par la généralisation du marché du travail dès le 19e siècle. Donc, on voit déjà des processus d'industrialisation et d'urbanisation évoqués par Jacques tout à l'heure au milieu du 19e siècle. L'institutionnalisation de la charité privée pour répondre aux problèmes sociaux. La mise en place d'un système d'assistance publique en 1921. L'implantation d'un régime de pension de vieillesse en 1927, et enfin les réflexions d'une commission méconnue, la Commission des assurances sociales sur la pauvreté, dans le contexte de la crise des années 30. Dans la liberté du pauvre, l'historien Jean-Marie Fecteau a insisté sur le fait que les révolutions démocratiques du tournant du 19e siècle, dont les rébellions de 1837 et 1838 ont été une des manifestations, ont ouvert un espace de réflexion et de discussion sur la pauvreté et les inégalités sociales. Selon lui, l'affirmation révolutionnaire de la souveraineté du peuple a permis d'envisager la possibilité d'un ordre social égalitaire, fondé sur une conception riche de la liberté en tant que pouvoir d'agir individuel et collectif. C'est à partir du milieu du 19e siècle qu'une idéologie libérale a favorisé par la suite une restriction du concept de liberté à ce qu'on pourrait appeler sa dimension négative, soit la capacité individuelle d'agir selon sa propre volonté, c'est-à-dire sans contrainte du pouvoir collectif. Ce faisant, la pauvreté apparaissait comme un problème individuel qui ne remettait plus en cause, ou qui remettait de moins en moins en cause, l'organisation politique de la société. Il y a peu d'exemples dans le 19e siècle québécois d'une réflexion sur la question sociale, inspirée des possibilités ouvertes par l'affirmation de la souveraineté du peuple. On peut tout de même souligner la réflexion du jeune avocat Médéric Lanctot, membre de l'Institut canadien, qui fréquente assidûment les associations ouvrières dès le milieu du 19e siècle, associations ouvrières qui étaient mutualistes et syndicales, au Québec, donc, dans les années 1860 et 1870. En 1872, il publie L'Association du capital et du travail, qui dénonce cette monstruosité mensongère en économie politique qu'est le capital monopole, qui a fait de la condition salariale une chaîne plus ou moins dorée, mais une chaîne tout de même. En fait, pour Lanctot, le capitalisme est fondamentalement immoral, puisqu'il rend impossible ce qu'il dit, et je le cite, « l'égalité sociale prédéterminée par le Créateur ». Il croit plutôt en la nécessité pour la classe ouvrière d'imposer politiquement une association démocratique du capital et du travail. Je le cite, « Puisque les capitalistes et les travailleurs doivent nécessairement s'associer pour produire, il est juste qu'ils s'associent pour partager.
Par cette association, les ouvriers deviendraient, et je le cite, des sociétaires, des propriétaires conjoints des produits de leur travail. En proposant une reformulation de l'organisation socio-économique par la forme démocratique de l'association, Langto formule pour la première fois au Québec un projet, ce qu'on pourrait appeler un projet d'économie sociale socialiste. Mais la réflexion sur la question sociale au Québec, comme ailleurs en Occident, a plutôt insisté sur la dimension individuelle de la pauvreté, comme je l'évoquais tout à l'heure. Celle-ci est alors indissociable de la transition au capitalisme et donc l'application des principes du marché au gouvernement de la société. Cette transition a pris une couleur particulière selon les sociétés, y compris au Québec. Étienne Parent, l'intellectuel québécois le plus important du milieu du 19e siècle, incarne bien ce moment de restriction des aspirations démocratiques par le marché et en tire les conséquences pour la formulation du problème de la pauvreté. Dans une importante conférence prononcée en 1852, il explique, par exemple, aux ouvriers du quartier Saint-Roch de Québec, qui avait déjà une tradition militante, que les inégalités sociales, contrairement à ce que disait Langto, sont le fruit de la volonté divine qui a désigné à chacun sa place, dont chacun doit se contenter, s'il ne veut se constituer en état de révolte contre Dieu même. Les lois de l'économie sont pour lui incontestables, et c'est ce lien entre cette croyance religieuse et le marché qui est intéressante. Les lois de l'économie sont pour lui incontestables, elles sont indépendantes de l'homme et ont été décrétées par le Créateur pour le gouvernement du monde social. Il condamne d'ailleurs les associations ouvrières, vous le voyez dans la diapositive, ces folles coalitions qui, en créant un déséquilibre sur le marché, en viendraient à fausser le prix du travail et engendrer le chômage. Pour Parent, la pauvreté n'a donc rien d'un problème qui aurait permis de remettre en question l'organisation politique de la société. Elle est plutôt une condition essentielle au développement moralement ordonné d'une société industrielle de marché. Il affirme, et n'allons pas, insensés que nous sommes, murmurer contre la Providence. Nous voudrions qu'il n'y eût pas de misère parmi les hommes, désir bien louable, sans doute. Mais s'il n'y avait pas la misère à craindre, dites-moi, qui porterait les hommes en l'absence d'un mobile plus élevé à la prévoyance, à l'économie, au travail, à la bonne conduite? Cette misère à craindre n'est pas tant la pauvreté ordinaire pour Parent, qu'il considère normale dans une société bien ordonnée. Elle désigne plutôt l'extrême pauvreté, ou ce qu'on appellera l'indigence ensuite, qu'il attribue principalement à l'imprévoyance de la population. D'où la nécessité d'un encadrement moral étroit, fourni principalement par la charité religieuse, qui est promise à un grand avenir, selon lui, dans une société libérale. Avant d'aller plus loin, je mentionnerai qu'il est très difficile d'avoir un portrait précis, complet, de l'état de pauvreté des familles ouvrières entre le milieu du 19e siècle et les années 1930. Cela s'explique d'abord par un aspect qui est en soi révélateur. L'État n'a pas réellement ressenti le besoin de produire des données statistiques sur cette question. Ensuite, la pauvreté est une réalité mouvante qui touche inégalement les familles et les membres qui la composent selon des contextes économiques évidemment variés. La pauvreté varie non seulement en fonction des revenus de l'homme pourvoyeur, mais également du travail rémunéré et du travail non rémunéré des autres membres de la famille, des cycles de vie individuels, ainsi que des processus de mobilité sociale à travers les générations, comme l'ont souligné récemment Sherry Olson et Patricia Thornton. Étant donné cette complexité, il est bien sûr impossible de présenter un portrait relativement complet de la pauvreté pendant la période. Tout de même, soulignons que les travaux de Bettina Bradbury ont montré qu'entre les années 1860 et les années 1880, la frontière entre la pauvreté et l'extrême pauvreté est alors très poreuse, et qu'une simple variation de 25 sous dans les revenus quotidiens, alors que la sécurité d'emploi n'existe pas, pouvait placer une famille ouvrière dans une situation très précaire. En fait, seuls les travailleurs les plus qualifiés peuvent alors compter sur un revenu suffisant pour payer les coûts associés aux besoins de première nécessité, comme l'hébergement, la nourriture et le vêtement. C'est pourquoi le développement du marché du travail est indissociable du développement d'une économie familiale
extrêmement complexe, qui a structuré une bonne partie des rôles sociaux de chacun des membres de la famille. Je vais revenir sur cet aspect-là, très important. La naissance d'un enfant, la maladie, l'invalidité et le chômage peuvent bouleverser à tout moment ce fragile équilibre familial. Plus d'un demi-siècle plus tard, dans les années 1920, la pauvreté est toujours une réalité incontournable qui touche une bonne partie de la classe ouvrière montréalaise. En s'appuyant sur les données des recensements et le coût des besoins de première nécessité publiés par le ministère fédéral du Travail, l'historien Terry Kopp a conclu que les revenus d'au moins la moitié des travailleurs de Montréal n'étaient pas suffisants pour satisfaire les besoins essentiels d'une famille moyenne. Parent avait bien vu le rôle important que pouvait jouer la charité privée et religieuse dans la prise en charge de la misère dans une société libérale. Comme l'ont montré Jean-Marie Fecteau et Janice Harvey, un réseau d'assistance dense de près d'une centaine d'institutions privées et confessionnelles distingue, au début du 20e siècle, Montréal des autres villes industrielles nord-américaines. Ce réseau, dans ses composantes catholiques et protestantes, est alors très diversifié. Il n'en repose pas moins sur quelques caractéristiques principales, que je vais résumer. En effet, il repose en bonne partie sur le bénévolat féminin, les religieuses du côté catholique, les laïcs du côté protestant. L'offre de services sur le réseau offre des services sur le principe du don volontaire et discrétionnaire, puisque c'est de la charité privée, et privilégie, enfin, comme c'est le cas de l'Hospice Gamelin pour les vieillards, vous avez la photo, ou l'image, l'internement, donc un réseau qui privilégie l'internement institutionnel comme pratique d'intervention sociale. Ce qui explique d'ailleurs que les ressources pour l'assistance directe aux familles sont très limitées. Elles sont administrées du côté catholique, vous connaissez cette organisation, par la Société Saint-Vincent-de-Paul, qui distribue parcimonieusement, après une enquête morale, des biens de première nécessité aux familles ouvrières, ou aux familles nécessiteuses plutôt. Il est indéniable que ce réseau d'assistance est en bonne partie le produit de la charité désintéressée et de l'engagement religieux catholique et protestant sincère. Il n'en est pas moins étroitement imbriqué à la logique du marché, du travail. Cette imbrication peut être comprise si on prête attention à la conception de la pauvreté, ou plutôt de l'indigence, qui se dégage alors des pratiques d'assistance au sein de ce réseau institutionnel. Outre le critère de bonne moralité, deux autres critères permettent généralement de sélectionner les personnes qui seront secourues dans ces institutions. Premièrement, ces personnes doivent être des indigents considérés invalides et donc être dans l'incapacité physique ou mentale de subvenir à leurs propres besoins par le travail. Deuxièmement, ces indigents doivent habituellement démontrer qu'ils ne peuvent pas être pris en charge par leur propre famille et donc échapper en quelque sorte à l'économie familiale que j'évoquais tout à l'heure. Ces deux critères expliquent pourquoi le système d'assistance s'adresse principalement aux vieillards, aux veuves, aux infirmes, aux malades et aux enfants. Cette conception très étroite du problème de l'indigence explique pourquoi il y a très peu d'institutions consacrées au soutien des hommes valides, des chômeurs, qui sont plutôt tenus, étant donné l'offre d'assistance, de travailler à tout prix. Cette conception de l'indigence reflétait et renforçait la norme de la famille patriarcale. L'historiographie a bien souligné le rôle fondamental du droit civil québécois à cet égard. En effet, pour la très grande majorité de la population catholique du début du 20e siècle, la famille repose sur le régime juridique qu'on appelait de la communauté de biens, qui est spécifique au Québec. Ce régime signifie que le mari est le chef incontesté du ménage et que la femme perd sa capacité juridique au mariage. Parmi de nombreux pouvoirs, y compris disciplinaires, ce régime juridique donne au mari celui d'administrer les biens familiaux au nom de la communauté. La réforme de ce régime patrimonial sera évidemment le principal objectif du mouvement féministe pendant tout le 20e siècle, une grande partie du 20e siècle. Si la situation juridique de la femme mariée a été bien analysée, c'est moins le cas des aspects du Code civil qui touchent aux obligations alimentaires.
liant les membres dans des relations de dépendance, visant à instituer ce qu'on pourrait appeler un système familial patriarcal d'aide sociale en miniature, ou privé. Ce système présente la famille comme étant composée d'un homme pourvoyeur, entouré de ses dépendants, entre guillemets, dont évidemment son épouse et ses enfants naturels, qui tombent sous son autorité et sa protection. Les extraits que vous pouvez lire sur la diapositive montrent que le Code civil a une conception très large de ses obligations qui s'étendent aux parents, aux petits-enfants, aux beaux-parents et vont même encore plus loin selon le juriste Mignot. Ces obligations spécifiques au droit civil québécois ont été, comme nous le verrons, une référence constante dans la formulation du problème de la pauvreté jusqu'à la fin des années 30 et même au-delà. Saisi dans sa logique de fonctionnement, le réseau d'assistance charitable nous permet donc de constater la formulation du problème de la pauvreté dans les termes étroits de l'indigence au tournant du 20e siècle. Cette formulation découle de l'imbrication étroite du marché du travail, du réseau d'assistance charitable et de l'institution juridique de la famille. Ces éléments essentiels nous permettent de comprendre la nature particulière du mode libéral et patriarcal de régulation des problèmes sociaux qui est en place au tournant du 20e siècle. Je vais maintenant tenter de montrer que ce mode de régulation structure profondément la réflexion sur la pauvreté jusqu'à la fin des années 30. Les 3 premières décennies du 20e siècle sont un grand moment de réflexion sur la question sociale un peu partout en Occident. Une grande variété de propositions de réforme sont formulées un peu partout, y compris au Québec. Ici, c'est néanmoins la question de la quasi-absence d'un système d'assistance publique qui est au cœur des débats et qui mobilise les élites sociales jusqu'au tournant des années 20. Cette quasi-absence est évidemment étroitement liée à la grande place occupée par le réseau d'assistance privée dans la gestion de la pauvreté. Si on parle d'une quasi-absence, c'est que les pouvoirs publics donnent tout de même de maigres subventions aux institutions, en plus de prendre en charge un certain nombre d'indigents dans les prisons, dans les asiles ou les écoles d'industrie ou de réforme pour les jeunes considérés délinquants ou négligés. Cette situation est alors assez unique en Amérique du Nord, où, contrairement à l'idée reçue, les pouvoirs publics, notamment locaux, financent substantiellement les secours aux indigents à la fin du 19e siècle. Ainsi, Mariana Valverde a parlé d'une économie sociale mixte pour rendre compte de l'importance du financement public, et notamment municipal, dans le secours aux indigents en Ontario à la même époque. Or, cette reconnaissance d'une responsabilité publique à l'égard des indigents ou à l'égard de l'indigence, malgré toutes les limites du système ontarien, n'existe pas au Québec au début du 20e siècle. Les municipalités québécoises ont bien le pouvoir, se sont fait reconnaître le pouvoir en cette matière, mais elles préfèrent s'en remettre aux institutions privées. Dans les années 10, il est toutefois de plus en plus clair que le système d'assistance privée n'a plus les ressources afin de répondre aux problèmes de l'indigence, notamment à Montréal. Preuve de leur grand pouvoir social, ce sont les institutions d'assistance privée qui sont responsables, un peu paradoxalement, de l'adoption de la première politique sociale de l'histoire québécoise, la loi de l'assistance publique de 1921. Cette loi instaure un système de subventions municipales et provinciales, équivalente à 66 % du coût d'hébergement des indigents dans les institutions privées. Institutions privées dont on dira qu'elles sont reconnues d'assistance publique. Ainsi, seuls les coûts associés à l'hébergement des indigents dans les hôpitaux, les hospices, les orphelinats ou les crèches sont remboursés par les fonds publics. Aucune subvention n'est prévue pour des organisations qui offriraient une aide aux familles à domicile, ce qui est alors une revendication de la première génération des travailleurs sociaux, essentiellement protestants, et des mouvements de femmes et des mouvements de travailleurs. Comme l'a montré François Guérard, la loi a rapidement amélioré l'offre charitable auprès de la population en situation d'indigence, notamment en matière de santé. Mais cette loi, c'est l'aspect qui m'intéresse un peu plus dans le cadre de cette conférence, cette loi prend également bien le soin de renforcer une conception extrêmement appauvrie de la pauvreté en tant qu'indigence absolue, en cherchant explicitement à exclure les hommes pourvoyeurs et leurs familles. En effet, elle définit l'indigence ainsi. Vous
pouvez la lire sur la diapositive. Toute personne hospitalisée ou recueillie dans tout établissement reconnu d'assistance publique qui ne peut subvenir ni directement ni indirectement à son entretien d'une façon temporaire ou définitive. La loi exige de plus que l'indigent ou sa famille obtiennent 2 déclarations, l'une signée par un membre de sa famille et l'autre par le maire de sa municipalité. Cette déclaration témoigne éloquemment de la volonté du gouvernement de consolider la définition de l'indigence, héritée de l'imbrication du marché, du travail, de l'assistance institutionnelle et du droit civil. Je sous-signé, déclare que X est un indigent au terme de la loi, il ne possède absolument aucun moyen de subsistance et n'a personne d'obligé, par la loi au terme des articles 165 et suivants du Code civil, je m'excuse d'être un peu technique, à subvenir à ses besoins et doit être placé dans une institution d'assistance publique. Évidemment, les articles 165 et suivants sont les articles liés aux obligations alimentaires évoquées tout à l'heure. Aux yeux du gouvernement, la reconnaissance publique du problème de l'indigence ne doit surtout pas entraîner la reconnaissance d'un droit de l'indigent à une aide de dernier recours, dont on craint qu'elle fragiliserait la famille et les obligations alimentaires qui lui sont associées. C'est pourquoi la loi n'impose aucune obligation aux municipalités ou aux institutions privées. Ces dernières conservent en effet leur autonomie administrative relative à la reconnaissance ou non des indigents. Pour reprendre la formule du secrétaire provincial libéral Athénas David, l'assistance publique ne doit en principe s'adresser qu'à ceux qui sont en dehors de la société. On ne pouvait pas mieux dire que l'indigence était indissociable, dans l'esprit du gouvernement, d'une situation d'exclusion, de dépendance extrême et d'absence de droit. Cette définition étroite de la pauvreté, comme indigence absolue, est toutefois de plus en plus contestée dans les années 1920. Au quotidien, les personnes en situation de pauvreté ont recours à de multiples stratégies pour se faire admettre dans les institutions. D'ailleurs, ces dernières, ces institutions et les administrations municipales déplorent continuellement l'attitude, injustifiée selon elles, des familles qui réclament des services comme un droit et non comme un acte charitable discrétionnaire. Il semble bien que les travailleurs pauvres, ainsi que leurs familles, se sont fait très insistants pour se faire admettre dans ces institutions d'assistance malgré tout, quitte à se revendiquer, parfois frauduleusement, du statut très stigmatisé d'indigent absolu. Dans ces multiples conflits quotidiens, qui n'ont malheureusement laissé que très peu de traces, c'est tout à la fois la limite imposée à la définition de la pauvreté et la reconnaissance d'un droit à une aide publique de dernier recours qui sont en jeu. Ces aspirations sont en partie relayées par les mouvements sociaux, que ce soit le mouvement féministe, maternaliste ou le mouvement syndical, évoqué par Jacques tout à l'heure. Au sein du mouvement syndical international, la critique du système d'assistance publique est particulièrement vive. On dénonce ainsi les hospices pour vieillards indigents comme des palais de misère qui ne seraient qu'une solution cruelle à la pauvreté ouvrière. En fait, les mouvements sociaux revendiquent non seulement une amélioration des conditions de vie des familles ouvrières, mais également une protection légale contre la nature discrétionnaire de l'assistance et de la charité. Cette double préoccupation pour l'amélioration des conditions de vie et la reconnaissance de droits à certaines formes de protection sociale est perceptible dans les revendications pour les pensions aux mères nécessiteuses, les pensions aux vieillards, des allocations familiales ou même des assurances sociales. En 1927, l'adoption de la loi fédérale sur les pensions de vieillesse découle en bonne partie de ces revendications. Cette loi résulte en effet de pressions de députés travaillistes exercés par le gouvernement libéral de Mackenzie King, gouvernement libéral fédéral de Mackenzie King. La loi vise à secourir les vieillards indigents de plus de 70 ans, y compris les femmes, par l'octroi d'une maigre pension à domicile de 20 $ par mois. Du point de vue du gouvernement fédéral, cette politique doit principalement permettre de soulager les hospices publics qui hébergent, comme nous l'avons vu, les vieillards dans les provinces canadiennes anglophones. Afin de contourner certaines contraintes inconstitutionnelles, la loi propose la première politique sociale à frais partagés entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Ces derniers, les gouvernements provinciaux, doivent donc donner leur accord
pour que le régime soit implanté sur leur territoire et ainsi obtenir le financement fédéral. Le programme est loin, évidemment, était très loin d'être généreux, et les vieillards indigents devaient se soumettre à des procédures d'enquête humiliantes pour démontrer leur état d'indigence. Cela dit, la loi ne prévoyait pas d'enquête morale, contrairement aux pratiques institutionnelles traditionnelles. Elle précisait de plus les conditions à respecter pour obtenir une pension, ce qui limitait le pouvoir discrétionnaire de l'administration et renforçait l'idée, malgré l'intention du gouvernement, qu'un droit avait été effectivement reconnu aux vieillards indigents. C'est ce qu'affirme, par exemple, le député provincial ouvrier de Maisonneuve, William Tremblay. Si un homme qui a donné les meilleures années de sa vie à l'industrie est incapable de s'occuper de lui-même une fois devenu vieux, ce n'est pas la charité qu'il demande, c'est la reconnaissance d'un droit acquis pour les services rendus au pays. C'est ce droit fondé qui a été hautement reconnu par la Chambre des communes. L'État a une dette envers ceux qui l'ont amené à la prospérité et qui n'ont pas eu la chance d'épargner pour leurs vieux jours. Tremblay exagère alors probablement la portée de la loi. Le droit reconnu est plutôt celui d'une aide publique de dernier recours pour éviter l'institutionnalisation des vieillards indigents. C'est d'ailleurs pourquoi, ce qui a surpris quelques historiens, l'octroi des pensions de vieillesse aux femmes indigentes ne suscite pas vraiment de débat à l'époque. Les vieillards femmes étaient considérés depuis toujours comme des indigents. En reconnaissance du droit, donc d'un droit de dernier recours aux vieillards, la loi puisqu'elle reconnaissait un droit de dernier recours aux vieillards, la loi n'en représentait pas moins une brèche importante dans le discours sur la pauvreté, une brèche qui aura d'énormes conséquences au Québec. C'est le rejet de ce droit à une aide publique de dernier recours, bien plus que la volonté de protéger les champs de compétences provinciaux, ou même celle de préserver l'équilibre des finances publiques, qui explique le refus du gouvernement du Québec, gouvernement libéral de Taschereau, de participer à ce programme fédéral jusqu'en 1936. En reconnaissant même timidement un droit de dernier recours au soutien de l'État, la loi fédérale remettait potentiellement en cause les fondements charitables du système d'assistance publique. Le député libéral du comté de Québec, Joseph Ephraim Bédard, l'expliquait ainsi. Cette loi sur les pensions de vieillesse est faite pour le Dominion du Canada. Nous avons mieux que cela ici par notre loi de l'assistance publique et notre Code civil, encore lui, qui dit que les enfants doivent assurer l'existence de leur père et mère quand ces derniers sont dans le besoin. La figure de l'indigent absolu, qui sortait donc de la loi de l'assistance publique, figure qui est étroitement associée à la conception forte de la famille patriarcale qui se dégageait du Code civil, continuait donc à structurer profondément les débats sur la pauvreté au Québec. C'est également le cas lors de la crise économique des années 30, qui, marquée par un chômage de masse atteignant jusqu'à 30 % de la population active en 1932 et 1933, crise qui a donc contraint les gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux à s'engager pour la première fois à procurer une assistance directe aux chômeurs méritants et à leurs familles. Comme l'a souligné Denise Baillargeon, qui a analysé l'expérience des ménagères durant cette période, les allocations versées à titre de secours direct ou en retour de travaux publics ne prétendaient pas se substituer au réseau d'entraide traditionnel, parenté et voisinage, qui était déjà à l'œuvre bien avant le déclenchement de la crise. Donc, cette économie familiale que j'ai évoquée tout à l'heure et qu'on voit se développer dès le milieu du 19e siècle. Ce programme de travaux publics et de secours direct aux chômeurs est relativement complexe et implique l'intervention, comme je l'ai souligné, des 3 niveaux de gouvernement. Mais la figure de l'indigent est toujours centrale au Québec. Ainsi, les règlements de la Commission du chômage de la Cité de Québec prennent bien soin de baliser les secours aux chômeurs, en fonction, encore une fois, des principes du Code civil. En effet, les chômeurs nécessiteux doivent non seulement être résidents de la ville, avoir épuisé toutes leurs ressources, mais également pouvoir démontrer qu'ils ne peuvent être pris en charge, comme l'imposait le Code civil, les articles liés aux obligations alimentaires du Code civil, par leur père, leur mère, leurs enfants, leurs gendres, leurs belles-filles et leurs beaux-parents.
La remise en question du système d'assistance publique, la crise politique suscitée par le refus de participer au programme de pension de vieillesse et la Grande Dépression des années 30 vont justifier la création de la première commission d'enquête provinciale pour étudier le problème de la pauvreté au Québec, soit la Commission des assurances sociales, qu'on appelle généralement Commission Montpetit, du nom de son président. Peu étudiés, les rapports de cette commission et les nombreux témoignages que nous avons pu retrouver dans les archives et les journaux ouvrent une grande fenêtre sur la réflexion sur la pauvreté à cette époque. Il est bien sûr impossible de rendre compte ici de l'ensemble de cette réflexion, découlant du constat, comme le souligne ici, cette longue citation, le constat d'un dépassement de l'armature sociale québécoise par le mouvement économique. Je me limiterai conséquemment à identifier 3 grands objectifs de la commission. Le premier objectif de celle-ci est de défendre énergiquement le système d'assistance publique et sa conception de l'indigence. La commission préconise en effet la consolidation de ce système tout en recommandant prudemment des initiatives d'aide aux familles à domicile et l'octroi de pensions aux mères nécessiteuses. Dans le cas de ces pensions, la commission insiste sur le fait que les critères d'admissibilité devaient être très restrictifs pour qu'ils soient conformes aux obligations alimentaires du Code civil. C'est pourquoi les pensions ne devaient être accordées qu'aux veuves et aux mères seules de bonne moralité qui seraient privées du soutien d'un homme pourvoyeur pour seule cause d'incapacité physique ou mentale. Les mères célibataires, séparées ou abandonnées par leur mari, devaient être systématiquement exclues du régime. La loi sur les pensions aux mères nécessiteuses, adoptée en 1937 par le gouvernement de l'Union nationale, respectera l'esprit de cette recommandation, ce qui fera de ce régime de pension aux mères nécessiteuses l'un des plus restrictifs, sinon le plus restrictif au Canada. Le deuxième objectif de la commission est de trouver une solution à l'impasse politique engendrée par la loi fédérale sur les pensions de vieillesse. La commission est très critique de cette loi qui, en reconnaissant un droit à une assistance publique de dernier recours, est une prime, selon la commission, une prime à l'imprévoyance, à la négligence, à la paresse, et qui tend à habituer l'individu à ne compter que sur l'État. Le 20 $ par mois, c'est ça. La commission recommande plutôt la mise en place d'une assurance vieillesse contributoire, pour les petits salariés et les agriculteurs. Et je cite, « Raison de justice, raison de logique, désir de promouvoir la conscience de la responsabilité, l'amour de l'indépendance, le goût de l'épargne au milieu de notre population, tout a contribué à créer chez nous cette conviction. » La Commission a fait cette recommandation sans s'inquiéter, visiblement, qu'un tel régime d'assurance vieillesse priverait la presque totalité des femmes d'un droit à une pension de vieillesse. Dans l'attente de la mise en place de ce régime contributif, un groupe majoritaire de commissaires recommande toutefois l'adhésion temporaire au régime fédéral, malgré ce qu'il considérait être ses imperfections. Montpetit s'empresse toutefois de préciser que le gouvernement doit impérativement s'assurer, s'il en venait à adopter la loi sur les pensions de vieillesse, devait impérativement s'assurer que les pensions soient conformes, et je le cite, aux principes fondamentaux du Code civil et qu'elles n'entravent pas l'œuvre d'assistance des communautés religieuses. Le gouvernement libéral de Taschereau acquiescera à cette recommandation en 1936, ce qui fera du programme des pensions québécois, lui aussi, l'un des plus restrictifs au Canada. Comme l'a montré Aline Charles, le gouvernement est alors poussé à l'adoption de cette politique par des pressions populaires, qui se sont notamment manifestées par l'envoi de nombreuses lettres de femmes et d'hommes indigents qui réclamaient directement au premier ministre Taschereau la reconnaissance d'un droit. Enfin, le troisième objectif de la Commission était de réfléchir, comme son nom l'indique, à des assurances sociales contributives pour la protection des salariés. La Commission marque ainsi la reconnaissance, comme le réclamait le mouvement ouvrier depuis plusieurs années, que le problème de la pauvreté ne devait plus être limité à l'état de dépendance extrême causé par l'incapacité physique ou mentale de travailler et l'absence de soutien familial. La Commission démontre ainsi que la pauvreté de la classe ouvrière doit être attribuée à l'état de vulnérabilité associé à la condition salariale des travailleurs les moins qualifiés, notamment face au risque du chômage, de la maladie et de l'invalidité causée par la vieillesse.
Ainsi, les travaux de la Commission nous permettent de prendre conscience du rôle, rarement étudié par les chercheurs, de l'une des grandes passions de Gérard Parizeau, c'est-à-dire l'assurance et le risque dans la formulation du problème de la pauvreté. En effet, la notion de risque permet alors d'envisager les problèmes sociaux comme des accidents liés à la société industrielle, c'est-à-dire comme des aléas indépendants de la volonté du travailleur qui en est la victime. La Commission Montpetit, qui s'inspire notamment de la législation française et belge, recommande conséquemment l'application du principe de l'assurance sociale. De son point de vue, ce principe ouvre la possibilité de soutenir le chef de famille salarié afin qu'il puisse assumer ses responsabilités au sein de la famille et donc soutenir ses dépendants, comme l'y obligeait le Code civil. En plus de l'assurance contre le risque invalidité-vieillesse, la Commission suggère prudemment la mise en place d'un régime d'assurance chômage en collaboration avec le fédéral et d'assurance maladie. Seule la recommandation de l'assurance chômage, initiée par le gouvernement fédéral en 1940, sera éventuellement suivie par les gouvernements québécois. Des historiens ont suggéré que les recommandations d'un système d'assurance sociale contre l'invalidité vieillesse ou maladie étaient une recommandation trop avancée pour la mentalité de l'époque. La lecture des débats entourant la Commission démontre toutefois que ce n'est pas le cas. En fait, la crise économique n'est tout simplement pas un bon moment pour implanter des politiques sociales qui auraient nécessité le paiement de cotisations pour les travailleurs pauvres. Il ne fait pas de doute que les assurances sociales auraient grandement amélioré la condition des travailleurs et de leurs familles. Cela dit, auraient-elles transformé le mode de régulation libéral et patriarcal qui s'était développé depuis le milieu du 19e siècle? On peut en douter, puisque ces recommandations visaient plutôt à renforcer le vieux partage entre l'indigence absolue, qui devait toujours être prise en charge par l'assistance publique discrétionnaire et volontaire, et la pauvreté des travailleurs, qui devait l'être par les assurances sociales. C'est d'ailleurs pourquoi il y avait une parfaite complémentarité et aucune contradiction, donc, du point de vue de la Commission, entre les recommandations favorant la consolidation du système d'assistance publique et celles visant la mise en place d'assurances sociales. Toutes ces recommandations visaient d'ailleurs explicitement la consolidation de l'institution familiale patriarcale telle qu'elle existait dans le Code civil et les obligations alimentaires qui lui étaient associées. Cette consolidation était privilégiée, à l'évidence, à celle d'une reconnaissance d'un droit à une aide publique de dernier recours. Enfin, ces recommandations pour une prévoyance collective de type assurantiel, encadrée par le calcul des probabilités, n'avaient aucune prétention à réduire les inégalités sociales. En effet, les régimes proposés ne sont pas universels et doivent s'adresser à un groupe social bien défini, soit les salariés permanents qui ont des revenus insuffisants pour se procurer une assurance privée. Ce faisant, la Commission désire s'assurer que la redéfinition des problèmes sociaux dans les termes du risque ne puisse pas légitimer le transfert des richesses des classes sociales privilégiées vers les classes sociales qui le sont moins. Jamais la Commission n'a donc pensé qu'une meilleure protection contre les risques de la condition salariale devait permettre la réduction des inégalités sociales, et encore moins les inégalités à l'intérieur de la famille. En conclusion, la réflexion de la Commission Montpetit, malgré la reconnaissance publique du problème de la pauvreté de la condition salariale, était donc toujours indéniablement structurée dans les termes du mode de régulation libérale et patriarcale qui avait vu le jour au milieu du 19e siècle. À la fin des années 30, l'économiste et professeur des HEC, Esdras Mainville, l'un des plus importants intellectuels québécois des années 30, s'opposait à la reconnaissance des droits sociaux en affirmant que, et je cite, « La législation sociale est intimement liée aux droits civils, depuis le contrat de travail, le salaire, jusqu'à la protection de l'enfance et du vieillard indigent. À tout cela, la province tient, parce que tout cela, c'est le moule, le fondement même de ses institutions, l'expression de sa manière à elle de comprendre et de régler les problèmes sociaux, et de régler les rapports sociaux. » Mainville avait le grand mérite d'avoir compris qu'une collectivité politique se définissait principalement par la façon dont elle prenait en charge les problèmes sociaux. Mais puisque sa pensée était toujours profondément structurée par l'ancien mode de régulation sociale, il était incapable de comprendre ces problèmes sociaux du point de vue des pauvres eux-mêmes et ne voyait conséquemment dans la reconnaissance de droits sociaux universels qu'une menace au fondement de l'ordre social, familial et politique qu'il privilégiait. En cela, cette intervention
Cette intervention de Mainville marque bien la fin d'une époque et le début d'une longue transition vers un autre mode de régulation des problèmes sociaux, un mode peut-être social-démocrate. Merci.